Est-ce une bonne idée d'investir en direct dans les actions de croissance? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cet article que j'ai publié sur le blog. Vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack. Il y a le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. On commence tout de suite. Donc cet article s'intitule «N'investissez pas dans les actions de croissance en direct». Alors, pourquoi? Alors, regardez ça. Les actions de croissance, donc elles sont en tendance. Les investisseurs, la plupart des investisseurs d'ailleurs sont des investisseurs de croissance. Ça fait toujours rêver en fait d'avoir des entreprises qui publient une croissance du chiffre d'affaires soit entre 5 et 10 croissance des bénéfices, de cet ordre-là. Mais toutefois, ça présente des risques. Pour la caractéristique, souvent ces entreprises sont à la mode et elles sont dans les marchés innovants. On pense, à la tech avec l'IA par exemple, les biotech. Un temps ce fut, les énergies renouvelables. Mais il y a quand même des risques à garder en tête quand vous investissez dans ce genre d'entreprise. On va regarder d'abord d'un point de vue théorique. La caractéristique principale des actions de croissance, d'une vraie action de croissance qui se respecte, ce sont des multiples élevés qui reflètent la croissance qui est forte. Par exemple, vous pouvez prendre, alors le premier multiple que vous pouvez regarder, le plus simple, c'est le rapport prix sur vente, price to sales. Souvent, vous regardez par exemple des entreprises de la tech, du logiciel, vous avez des multiples de cours sur vente de 20, ça arrive, 20, 30. Regardez Palantir par exemple. Bon, c'est colossal, hein. Vous savez par exemple qu'il y a des entreprises dans la grande distribution qui valent 0,1 fois les ventes. Donc, et on va dire qu'une entreprise classique, pas une entreprise de croissance, une entreprise dans un marché établi et avec une croissance modérée, on va dire. Un price to sales raisonnable, c'est 1,5, 2 fois. Peut-être post-action de croissance, parfois vous avez des multiples de cours sur vente exorbitants. Encore pire pour le ratio court-bénéfice, hein. Vous regardez par exemple Tesla, multiple de court-bénéfice à 200. Même chose pour Palantir. Donc, et ça, vous le retrouvez sur tous les multiples, hein, valeur d'entreprise sur EBITDA ou en ratio court-bénéfice. Qu'est-ce que nous disent ces multiples par rapport aux anticipations de marché? Eh bien, ça nous dit que le marché s'attend à une forte progression des ventes, des bénéfices, des free cash flow dans le futur, mais avec une projection lointaine, c'est-à-dire 5, 10 ou 15 ans. Pour comprendre ça, en fait, le plus simple, à mon sens, c'est d'inverser la relation du multiple. Prenez un ratio court-bénéfice, le PE. Vous inversez. Vous faites bénéfice sur cours. Ça vous donne ce qui s'appelle en français le rendement des bénéfices et en anglais, c'est le earnings yield. Donc, si par exemple, vous prenez un ratio court-bénéfice à 20, vous inversez, vous faites 1 sur 20, ça vous donne 5% de earnings yield. Bon, 5%, c'est bien, mais c'est, ça peut être cher payé. Alors 20, encore, c'est raisonnable, ça dépend quel marché on regarde. Si vous regardez, les marchés US, 20, c'est pas des boîtes de croissance. Les boîtes de croissance aux US, ça va être 25-30. Mais mettons que vous êtes en Europe. Vous avez un vous avez un rendement des bénéfices de 5%. Vous regardez les taux d'intérêt à long terme, par exemple, le taux, 10 ans français, il est à 3,3, 3,4. Donc ça veut dire que pour, détenir cette entreprise, vous êtes rémunéré par rapport au taux sans risque en supplément seulement de 1,5%. C'est-à-dire que le marché est prêt à payer cher des bénéfices plus loin dans le futur. Et donc, plus le multiple va être bas, plus le earnings yield va être élevé, plus ça veut dire que le marché ne paye, que pour des bénéfices qui sont à court terme et pas dans le futur. Donc évidemment, pourquoi est-ce que le marché est prêt à payer des bénéfices élevés dans le futur et bas au présent? Eh bien, c'est parce que le marché anticipe que justement ces bénéfices, ces ventes, ces free cash flow vont croître dans le futur. Autre élément de façon de valoriser les entreprises, qui est assez classique en finance, c'est l'actualisation des flux, donc l'actualisation des flux de trésorerie, donc les flux de trésorerie actualisés, discounted cash flow en anglais. Donc le but, c'est d'estimer combien valent les flux de trésorerie quelconques, hein, ça peut être un dividende, un free cash flow, un bénéfice. Combien ça vaut à l'heure actuelle en appliquant un discount, plus le cash flow se situe loin dans le futur. Donc pour faire le discounting cash flow, il y a plein d'hypothèses.
mais nous, ce qu'on va regarder, c'est un des entrants de cette formule, c'est le RSI. Vous avez un taux d'actualisation. En fait, ça représente le coût du capital. Bien. En fait, ce taux d'actualisation, il est assez clé dans le discounted cash flow parce que vous voyez très bien que comme c'est au dénominateur, si R augmente, donc si le taux d'actualisation augmente, eh bien la valeur, toute chose égale par ailleurs, diminue. Et donc c'est dans un DCF une variable clé et assez dure finalement à définir pour votre valorisation. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est pour ça que moi je ne fais jamais de DCF parce qu'au final, ça dépend fortement des hypothèses, alors que quand vous prenez un multiple classique, bon bah, il y a finalement pas d'hypothèse quoi, donc c'est plus simple. Donc, valorisation élevée pour les entreprises de croissance et donc si on valorise par DCF, on peut, une petite variation du DCF peut avoir un impact. C'est ce qu'on voit tout de suite. Donc on a vu le taux d'actualisation, ça impacte la valorisation de l'action et ce taux d'actualisation, il dépend évidemment des taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt est sans risque. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, c'est le taux de l'obligation 10 ans américaine. En Europe, ça serait plutôt le taux de l'obligation allemande, du Bund. Bon, eh bien, les actions de croissance, elles sont très sensibles à la variation des taux d'intérêt, puisque la moindre variation du taux d'actualisation impacte lourdement les cash flows qui sont loin dans le futur. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce taux d'actualisation, plus il va être élevé et plus les cash flows sont dans le futur, plus ça impacte la valorisation. Si vous avez des taux d'actualisation qui sont élevés, mais vous avez des cash flows dans 1, 2, 3 ans qui sont finalement déjà assez élevés, dans ce cas-là, ça a moins d'impact. Mais pour une action de croissance, vous devez attendre 10 ans. Donc vous devez prendre cash flow à 10 pour qu'il y ait une somme assez intéressante. Et si votre taux d'actualisation augmente fortement, bah, cette somme dans 10 ans, elle vaut largement moins qu'avec un taux d'actualisation beaucoup plus bas. C'est pour ça que la variation des taux d'intérêt va impacter lourdement les actions de croissance. Et on le voit très bien ici, hein. Donc, en graphique chandelier, là, je vous ai mis le Nasdaq 100 et en violet, c'est la variation de l'obligation 10 ans américaine. Donc, on voit très bien. Donc, ici, 2020, les obligations américaines, elles étaient à 10 ans, elles étaient à 1%, 1,5%. Ensuite, forte hausse de l'inflation à cause de la création monétaire des banques centrales, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Forte inflation, avec un décalage, on a, non, même pas ça, même pas avec un décalage, hein. C'est pareil, avec un décalage, c'est quand même un petit peu, on le voit. Forte baisse du Nasdaq 100. Donc là, c'est illustré hein, très clairement. Une hausse des taux d'intérêt vous flingue complètement vos actions de croissance. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque que vous avez pour les actions de croissance en direct, c'est un marché fluide. Qu'est-ce qu'un marché fluide? C'est un marché qui a une croissance assez forte et dans lequel les parts de marché sont très mouvantes. Quand on est dans ce type de marché, le chef d'entreprise se dit bah, ouais, j'ai fait 15% de croissance, c'est énorme, voilà, mes actionnaires vont être contents, je vais pouvoir leur vendre des cash flows futurs importants. Oui, mais il faut regarder aussi les concurrents. Si le marché il croît à 20% et vos concurrents ils croissent à 20%, bah, vous perdez des parts de marché, même si vous faites une très bonne croissance. Donc, on le sait, donc dans l'article que je vous ai rajouté ici, hein, où il y avait une vidéo associée sur la chaîne, vous pouvez la regarder. Les entreprises les plus rentables, celles qui auront donc les plus gros cash flows, sont celles qui ont les plus grosses parts de marché. Donc, dans un marché fluide, malheureusement, vous pouvez être leader en année N, et puis en année N+1, vous passez 3e, 4e, et votre rentabilité plonge. Parce que ce sont les leaders qui fixent les coûts, qui fixent les prix, pardon, et ce sont les leaders qui ont les coûts les plus bas. Donc si vous avez descendu moins vite la courbe d'expérience, donc si vous avez baissé moins vite les coûts que vos concurrents, votre rentabilité va complètement souffrir, puisque ce sont eux qui vont fixer les prix, et bien évidemment, ils vont fixer les prix en dessous de vos coûts. Comme ça, vous êtes sûr de faire des pertes. Donc, c'est le risque aussi d'investir dans les sociétés de croissance, dans un marché en forte croissance avec des parts de marché fluides. Est-ce qu'il faut s'interdire d'investir dans la croissance?
Eh bien, quand on voit le graphe, il y a pas photo, hein. Ici, c'est Nasdaq 100 vs, S&P 500, S&P 500. Donc S&P 500, il y a quand même des valeurs de croissance, hein. D'ailleurs, il y a quand même les 7 magnifiques dedans. Mais le Nasdaq 100, il y a quand même beaucoup plus de valeurs de croissance et on voit que ça n'a rien à voir en termes de performance, hein. Le double, plus du double, hein, sur la période d'ici. Donc est-ce qu'on n'investit pas en croissance et du coup, est-ce qu'on prend le coup d'opportunité en s'exposant uniquement au SP 500? Bah, en fait, non. Vous pouvez vous exposer à la croissance via un panier d'actions de croissance, par exemple. Moi, j'ai des solutions à vous proposer, vous pouvez les retrouver en cliquant dans le lien en haut à droite de la vidéo. Mais conclusion de l'analyse, s'exposer en direct à des actions de croissance nous expose à 2 risques importants. Alors, la variation des taux d'intérêt, mais ça, si vous êtes exposé à un panier d'actions de croissance, vous l'aurez quand même. Cela dit, l'autre risque est beaucoup plus important, le risque est spécifique à l'entreprise, alors que les taux d'intérêt, finalement, ils reviennent, rapidement à la moyenne quand il y a une déviation. Quand vous investissez dans une entreprise en direct, vous avez cette problématique du taux d'intérêt, de la variation du taux d'intérêt et la problématique des parts de marché qui bougent très vite. Donc, autant diminuer le plus possible les risques en ne s'exposant pas en direct aux actions de croissance. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.